Bonjour. Alors donc je vais vous parler en cette fin de journée, moi aussi, de Big Data. Ça va être moins drôle. Si vous êtes dans le marketing, ça va vous détendre. Ça va vous montrer qu'il y a des clients qui ont des problématiques autrement plus conséquentes que vous. Parce que eux, ils s'adressent à des bases utilisateurs de 50, voire 500 millions de personnes. Et qu'ils ont des données autrement plus déstructurées que les vôtres. Alors tout d'abord, qui je suis Je m'appelle Fabrice Epelboin, j'ai 44 ans, ce qui me positionne dans ce qu'on appelle la génération Y, c'est-à-dire ce qui aujourd'hui commence à s'appeler les vieux. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 1994, mais je suis beaucoup plus connu comme étant un journaliste. J'ai fondé Read Wide Web en France, j'ai fondé OVNI, et j'ai rejoint par la suite une publication qui s'appelle Reflet.info, qui est constituée de hackers et de journalistes, et qui travaille en sous-main en fait dans toutes les enquêtes d'investigation que vous avez pu lire dans le Canard enchaîné ou dans Mediapart, qui concernent la société de surveillance et les technologies de surveillance. Accessoirement, je suis aussi enseignant à Sciences Po. J'enseigne l'évolution des modes de gouvernance humaine, justement du fait de l'apparition de ces technologies, la gestion de crise à l'heure du 2.0, plein de trucs passionnants. Et je suis ce qu'on appelle un activiste, c'est-à-dire des gens qui mélangent l'activisme politique et le hacking. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Telecomics, qui est né en 2009 en Suède, dans la mouvance The Pirate Bay de Peter Sunday, qui en ce moment est en prison, et qui est proche d'organisations comme Wikileaks, que vous connaissez certainement. Et aujourd'hui, alors je fais des conférences sur la surveillance depuis maintenant 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on fait très sérieusement des investigations assez poussées, avec des grosses équipes sur la surveillance. Donc, au bout d'un moment, on essaye de changer la façon de présenter les choses. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de lecture dans une boule de cristal qui va consister à vous expliquer ce que pourrait annoncer Glenn Greenwald dans les fameuses révélations qui nous apportent. Si vous avez vu ou entendu parler de la fameuse interview qu'a donnée Snowden à la télévision et Greenwald à la BBC, je crois, il a annoncé que les révélations les plus fracassantes étaient à venir et qu'elles concernaient d'une part qui était surveillé et d'autre part la France. Alors je vais vous raconter 2 petites histoires. Je ne sais pas exactement ce qui va sortir, pour être tout à fait honnête, mais après 5 ans d'investigation, j'ai une bonne idée de ce qui pourrait sortir. Et je vais vous montrer 2 choses qui pourraient sortir, qui sont déjà sorties en fait. C'est pas du tout nouveau. Ce que Snowden a révélé, c'est exactement de la même teneur que ce que Wikileaks révélait sur la diplomatie américaine. Les gens qui étaient très au fait de la diplomatie internationale savaient tout ce qui était dans Wikileaks, ou presque. Dans ce que Snowden a révélé jusqu'ici, les gens avec qui je travaille, on a découvert peut-être 2-3 petits trucs dont on n'était pas au courant. Mais le gros, on savait. Donc, voilà 2 histoires qui pourraient s'avérer être les révélations de demain. La première concerne la France et la façon dont cette belle image de pays des droits de l'homme va s'effriter comme un château de cartes. Internet, ça c'est une citation très connue du sénateur Ted Stevens, c'est une série de tubes. Et les tubes qui constituent l'infrastructure de base d'Internet sont pour l'essentiel sous-marins. L'infrastructure de base d'Internet, si on divise Internet en 2 morceaux, le hardware et le software, et qu'on limite le hardware grosso modo aux tuyaux et aux machines qui sont au bout des tuyaux, le software est essentiellement américain, Facebook, Google, Amazon et consorts. Le hardware, c'est plus réparti et finalement, la France est un acteur de poids vraiment important. Pour ça, on peut regarder des petites cartes. Ça, c'est la carte des réseaux sous-marins qui connectent les différents pays entre eux au réseau Internet. Et si on fait un petit zoom, en particulier sur ce continent, on s'aperçoit, si vous regardez le câble orange, qui est le ACE, et cet énorme câble EIG qui est en Bordeaux, qui traverse la Méditerranée, vous apercevez rapidement que si on fait abstraction de l'Indonésie, la quasi-totalité du monde musulman passe par la France. Si on regarde dans détail, vous allez voir par exemple, ça c'est l'un des câbles, celui qui longe la côte ouest africaine, que tous les pays subsahariens
musulmans, sont connectés à Internet et arrivent à Lorient, pas très loin d'ici. 44e division du génie militaire, dans lequel on trouve évidemment une base. Je vais vous passer rapidement, parce qu'on n'a pas, quoique je pourrais tout à fait prendre un micro, le mettre sur mon Mac et ou utiliser celui-là. Yes. Et vous passez, alors ça c'est RT News. Non. Barrett Brown revealed another massive spying program by the U.S. He wrote that for at least 2 years, the U.S. has been conducting secretive and immensely sophisticated campaigns of mass surveillance and data mining against the Arab world, allowing the intelligence community to monitor the habits, conversations, and activity of millions of individuals at once. Now, this information comes from the 70,000 emails that were hacked from data intelligence firm H.B. Gary. If you remember, the original controversy surrounding H.B. Gary was that the firm worked with 2 others, Barrico and Palantir, which collectively made them Team Themis. It was then discovered that they were hired by corporations, including Bank of America, to strike at WikiLeaks, at journalist Glenn Greenwald, and at other activist groups. But it also found within those emails was this current surveillance project entitled Roma's Coin. It was a project that was set to be replaced sometime this year under the new name of Odyssey. And here, companies like Google, Apple, and possibly AT&T were also found to be involved. So what do we say about this operation? And what are the chances that it's being used against Americans too? Joining me to discuss this is Lieutenant Colonel Anthony Schaefer, Senior Fellow at the Center for Advanced Defense Studies, and he's also still serving as a Reserve Lieutenant Colonel. Tony, thank you so much for joining us tonight. Thanks for having me on. So far, from looking at these documents, from looking at the emails, what can you really gather from it? What does mass surveillance and data mining really mean in this case? Well, I think the public is naive to the actual level of technology which is available and what's being done. I mean, I did something called Able Danger, which was a huge data mining project back in the late 90s, early 2000s, and what we did then would take a year. You can do that in a matter of seconds now. But that is the problem of our society today. Technology has moved along so fast, and as you've seen through the H.P. Gregg issue, there's tons of things going on out there that I don't think anybody actually has a handle on. And this is why, even now today, I call for a very strong congressional oversight of everything that's being done, because I think, frankly, the American people have no clue, the Congress has no clue, and this is the tip of the iceberg of what's really going on. I do. Alors, cet extrait du journal télévisé de RT News date de mi-2011. Et vous avez une myriade d'informations. Déjà, mi-2011, on savait tous que Apple, Google et consorts étaient impliqués dans la surveillance de masse. C'était même dit par un lieutenant-colonel de l'armée américaine. Et on connaissait l'existence donc d'un programme qui s'appelle Odyssey, qui était destiné à surveiller le monde arabe. Or, comme vous venez de le voir, le monde arabe, il est connecté avec des câbles français. Et effectivement, la conclusion de ce lieutenant-colonel est on ne peut plus exacte. Ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'on apercevra demain, c'est ce que je nomme pompeusement la France-Afrique 2.0, c'est-à-dire la surveillance as a service, où très concrètement, tous ces pays qui sont connectés, qui, vous l'aurez remarqué, sont des démocraties pures et parfaites, se fournissent auprès d'un pays qui est le connecteur, c'est-à-dire nous, en surveillance. Parce qu'évidemment, si vous voulez installer une équipe de surveillance en Guinée-Conakry, ça ne va pas être facile. Avec $1 de revenu moyen par jour et par habitant, vous avez du mal à trouver des ingénieurs, alors que très concrètement, en France, ça ne manque pas. Très récemment, on a publié une enquête dans Mediapart qui impliquait 2 sociétés françaises, une petite sur laquelle je vais revenir, qui s'appelle Cosmos, qui est une spin-off de Paris 6, et une autre grosse que vous connaissez tous, qui a fait la une du Monde il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Orange. Ces 2 sociétés sont pieds et mains liés dans la mise en place d'un système de surveillance chez Bachar el-Assad 6 mois après la révolution en Syrie. On n'est pas du tout sur, on ne savait pas à l'époque, on pensait qu'il est gentil. Non, non, il y avait déjà des dizaines de milliers de morts au moment où ces 2 sociétés ont installé un système qui sert très précisément à traquer les opposants politiques et les exterminer.
voilà pour ce qui pourrait sortir demain, et vraisemblablement ce qui sortira sera a priori encore plus gros. Donc retenez juste le projet Odyssée, vous allez vraisemblablement en entendre parler à nouveau. Deuxième chose qui va sortir, ça c'est absolument indiscutable vu que Glinswald a clairement dit qu'il allait sortir, c'est très concrètement la réponse à cette éternelle question que les médias se posent. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas arrêté Mohamed Merah ou le dernier là en temps et en heure? On a des systèmes de surveillance incroyables qui coûtent des fortunes incroyables à installer, qui sont d'une technicité fantastique, géniale. Et on n'est pas foutu d'arrêter un abruti qui se balade avec une AK-47 pour faire un carton dans un musée. Ben, la réalité, c'est que on pourrait tout à fait, on s'en fout, c'est pas ça qu'on cherche. Au contraire, c'est très utile, l'abruti, il permet de justifier tous ces investissements coûteux. Et pour comprendre ça, il faut casser une théorie qui est celle de l'aiguille dans la botte de foin. On a tous plus ou moins l'impression que, étant un individu dans la foule, on est relativement à l'abri de ces outils-là. C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux grâce à une technologie dont on vient de parler, qui est très à la mode, qui s'appelle le big data. Et avec des outils autrement plus sophistiqués que ceux qui sont accessibles aux PME ou même aux grosses entreprises, et qui servent à analyser du big data, mais alors vraiment big. On parle de toutes les données dont un État pourrait disposer. Et dans la mesure où il dispose de tout, ça fait beaucoup. Cette approche big data, elle a été totalement révolutionnée dans une approche qui est non pas quasiment automatique, c'est comme ce qui vous est souvent présenté comme étant super facile, où il n'y a pas besoin de data scientist, où il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour... Non, là, il y a une autre approche où il y a vraiment besoin de sortir soit de Polytechnique, soit de Sciences Po d'ailleurs, mais il y a vraiment besoin de comprendre ce qu'on a en face de soi, et c'est une approche qui combine l'humain et la machine. On n'a pas déporté l'intelligence sur la machine, on est vraiment sur une coopération entre l'homme et la machine autour du big data. Et cette approche a été radicalement révolutionnée ce jour-là, ça date un peu, le jour où Kasparov s'est fait battre aux échecs par un ordinateur. C'était IBM déjà. Et à partir de là, il y a tout un courant intellectuel dans le monde des technologies qui s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait faire coopérer un homme et une machine pour jouer aux échecs. Ça s'appelait la phase des échecs assistés par ordinateur, où on a commencé à imaginer, à des fins totalement théoriques, des programmes dont le but serait d'assister un joueur d'échecs. Et on a fait des compétitions pour voir quelle était l'approche d'un point de vue logiciel qui marchait le mieux, quelle était l'approche d'un point de vue interface qui marchait le mieux. On a développé la théorie du tandem. Et derrière cette théorie du tandem, il y a une société que vous connaissez absolument tous, qui s'appelle PayPal, qui a été le grand gagnant de cette théorie du tandem. PayPal a gagné sur un marché ultra compétitif. Il avait en face de lui des banques avec des moyens quasiment infinis. Sur un marché émergent à l'époque, mais très prometteur, dans lequel les banques mettaient beaucoup d'investissements, qui était le paiement par Internet. Et PayPal a gagné pour une seule et bonne raison, c'est que là où les banques privilégiaient une approche, comme encore une fois ce qu'on vous présente souvent, tout automatique, c'est super simple, PayPal privilégiait une approche dans la lutte contre la fraude, qui est le cœur de la guerre dans ces activités-là. Si vous n'arrivez pas à lutter efficacement contre la fraude, vous faites piller, vous faites faillite, et votre service est déficitaire, même si vous êtes une grosse banque, vous laissez tomber assez rapidement. Et évidemment, quand vous mettez sur le marché une nouvelle technologie, vous avez immédiatement un bataillon de petits malins qui vont essayer de la détourner pour en tirer profit. Donc la lutte contre la fraude, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui a permis à PayPal de supplanter toutes les banques et de devenir le leader des paiements en ligne. Et pour ça, ils ont développé des technologies de tandem, c'est-à-dire des technologies qui étaient là avec une personne chargée de faire de l'investigation financière, chargée de détecter les fraudes, parfaitement compétent, et qui, dans la masse, les milliards de transactions sur PayPal, essayait de détecter ce qui posait problème pour faire des investigations et détecter les fraudeurs. Donc vous connaissez tous l'histoire de PayPal, racheté par eBay pour, je crois, 3,5 milliards, si ce n'est plus. Les fondateurs sortent de là, deviennent les plus grands VC de la Silicon Valley. La plupart des startups de la Silicon Valley que vous utilisez ont été financées à un moment ou à un autre par un des fondateurs de PayPal. Et l'équipe qui a mis au point ce logiciel Tandem sort de PayPal et remonte une autre boîte qui s'appelle Palantir. Les amateurs du Seigneur des Anneaux auront reconnu l'allusion. Palantir, c'est une start-up absolument gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont levé 300 millions de dollars de financement. Sans le moindre problème.
Premier round, 50 millions, deuxième round, 70, troisième round, 56, tranquille. Et il développe essentiellement un logiciel qui se destine aux États et qui est destiné à tout un tas d'agences dans les États, ministères, agences de renseignement, beaucoup les agences de renseignement, et qui sert à gérer la big data des États. Alors, non, gérer, ce n'est pas forcément le bon mot, ça sert à explorer la big data. Et ça n'a de sens que si vous avez en face quelqu'un qui comprend ce qu'il est en train d'explorer. Donc typiquement, vous prenez toutes vos données de n'importe quoi, hein, la sécurité sociale, et vous allez les croiser avec tout un tas d'autres données, éventuellement Facebook et Twitter, et vous allez explorer par exemple la fraude. C'est un des cas de figure typiques. Alors ça n'a pas été utilisé pour l'instant dans la sécurité sociale française, mais ça a été utilisé dans l'équivalent américain à des fins de détection de fraude. Vous pouvez aussi prendre toutes vos conversations téléphoniques d'une nation, les croiser avec les SMS, les échanges Facebook, Twitter et ce que vous avez récupéré en système de surveillance des réseaux, et explorer tout ça. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez comprendre absolument ce que vous voulez pour peu que vous ayez quand même une intelligence humaine qui interagisse intelligemment avec ces logiciels qui servent à explorer et visualiser de la big data. Pour faire simple, Palantir, c'est un peu comme un Excel puissance 1000. Vous voyez déjà ce que vous pouvez faire avec un Excel. Quand on maîtrise bien Excel, on peut faire des choses assez fascinantes avec Excel. Là, c'est vraiment une autre dimension. Et en termes de capacité à cruncher énormément de données, et en termes de capacité à cruncher de la donnée qui est totalement déstructurée. Donc on peut faire des choses assez fascinantes, comme par exemple, on peut déterminer une hiérarchie. Donc vous allez récupérer toute la donnée possible et imaginable sur un groupe humain. On va prendre un groupe humain au hasard, on est à Nantes, on va prendre les bonnets rouges. Vous allez récupérer toutes les données que vous avez sur les bonnets rouges. Géolocalisation, échange de SMS, email, coup de téléphone, déplacement en automobile, parce que vous avez bien repéré que les fameux portiques qui crament repèrent les plaques d'immatriculation, évidemment pas que des camions, hein, pas nous prendre pour des idiots non plus. Donc vous prenez tout ça et vous essayez de déterminer qui est le chef. C'est une des fonctionnalités de Palantir les plus importantes. Alors ça pose un léger problème pour deux cas de figure, historiquement pour Anonymous, parce qu'il n'y a pas de chef dans Anonymous, et très concrètement en France pour les bonnets rouges, parce qu'il n'y a pas vraiment de chef. C'est des systèmes humains qui fonctionnent sur d'autres logiques, et donc ces logiciels sont assez inopérants à déterminer des chefs, ce qui traumatise un peu la DCRI. Mais pour d'autres cas de figure, si vous surveillez par exemple un groupe mafieux, vous allez tout de suite repérer qui est le chef. Ou un groupe terroriste, ou des activistes politiques, ou qui vous voulez, vous repérez immédiatement qui est le chef. Vous pouvez aussi, par exemple, repérer comment se déroule une émeute urbaine. Donc Londres, qui est certainement la ville la plus surveillée de la planète, il y a des caméras de vidéosurveillance dans tous les coins de rue. On a crunché toutes ces datas sur les logiciels Palantir, ça c'est les fameux échanges BlackBerry Messenger, et on a déterminé comment s'étaient déclenchées les émeutes de Londres. Comment ça se passe, une émeute urbaine? On vous parlait tout à l'heure de police prédictive. On n'est pas sur du prédictif, ça ne sert pas à faire du prédictif, ça sert à faire du post-mortem, et ça sert à comprendre un phénomène d'émeute urbaine, qui sont des phénomènes qui se répandent de plus en plus. On a ces 3 dernières années plus d'émeutes urbaines dans le monde que ces 40 dernières années. Vous avez tous entendu parler de Occupy ou de mouvements similaires aux 4 coins de la planète. C'est très concrètement ça qu'on essaye de comprendre et d'arrêter. Et c'est assez efficace. Ça donne des traces qui sont typiques des phénomènes de groupe et qui permettent d'anticiper typiquement la propagation d'une émeute urbaine. Alors ça n'a pas super bien marché pour Londres, hein, et évidemment tout ça c'est des work in progress, ça va s'améliorer au fil du temps, mais l'objectif il est très clairement là. Pour les plus férus de surveillance parmi vous, vous avez sans doute entendu parler d'un programme européen qui s'appelle INDECT, qui consiste à relier tous les systèmes de vidéosurveillance privés et publics sur le territoire européen et de connecter tout ça pour essayer d'anticiper les mouvements humains. C'est exactement la même chose. On est sur les mêmes problématiques et on est vraisemblablement sur... Il est très vraisemblable que l'État français ait une licence Palantir parce que c'est du cloud, hein. C'est ça qui est cool. On cherche là très concrètement à comprendre comment ça se passe avec les bonnets rouges pour pouvoir être sous le portique avant le ou autre chose. Puis il n'y a pas que les bonnets rouges qu'on surveille bien sûr. On peut aussi faire des investigations financières. C'est assez fascinant. Il y a 2 investigations financières. Alors là, je crois que j'ai celle sur le Hamas. C'est des modes de financement du Hamas. Comment le Hamas se finance?
assez complexes. Il y en a une qui est très célèbre de Palantir, dont malheureusement je n'ai pas les images sur moi, qui est la crise de 2008. Et qui montre de façon absolument limpide comment il y a eu, alors ce qu'aux États-Unis on appelle complot, hein, c'est une qualification juridique, complot, ça s'appelle conspiracy. C'est une qualification juridique qui consiste à dire plusieurs personnes se sont entendues pour faire un truc au détriment des autres personnes. Ça n'a pas du tout la connotation complot qu'on a en France. Et ça montre très très concrètement comment différentes entités financières se sont entendues pour se débarrasser de leurs options de risque sur une entité qui s'appelle Fannie Mae, qui est une compagnie d'assurance qui a explosé en vol, de façon à, très concrètement, arnaquer le bénéficiaire final des prêts toxiques, qui était une large partie de la population américaine. Donc très concrètement, quand on vous dit qu'on aimerait bien lutter contre la fraude fiscale, mais que voulez-vous, ma bonne dame, c'est pas facile, c'est du pipeau, on sait parfaitement faire tout ça, et comme on sait aussi récupérer les signaux des transactions bancaires, en dehors de ceux qui sont faits en bitcoin, on pourrait tout à fait. C'est juste une question de volonté politique. Autre exemple assez rigolo, c'est le mouvement maoïste en Inde. Alors vous ne savez peut-être pas forcément, mais il y a en Inde une résistance maoïste assez virulente face à un gouvernement qui est un poil autoritaire, même si ce n'est pas le pire gouvernement autoritaire de la planète. Et en Inde, c'est un exemple magnifique de données déstructurées, parce qu'on a aussi bien des données hyper high-tech qui sont issues de la surveillance des réseaux, qui sont d'ailleurs pas toujours super bien structurés, que des rapports de commissariat de police dans un coin où c'est tout juste s'il y a l'électricité, et qui arrivent au format papier. Eh bien, Palantir est capable de cruncher tout ça et d'en faire sens. Et de lutter très efficacement contre une résistance maoïste. La preuve, c'est que qui avait entendu parler jusqu'ici qu'il y avait une résistance maoïste en Inde? Une personne. Et elle est virulente, hein, elle fait des dizaines de morts, enfin, c'est pas des rigolos. Ben, ils arrivent très bien à maîtriser ça. Et donc, pour revenir à nos futures révélations Snowden, en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, en France, comme aux États-Unis, ces technologies, comme en Inde, comme en Arabie Saoudite, comme aux Émirats Arabes Unis et comme en Libye, ou en Syrie chez notre ami Bachar, on se sert de ces technologies essentiellement pour contrer une opposition politique. Et évidemment, c'est beaucoup plus soft en France qu'en Syrie. On ne sait pas encore très très bien ce qui va être déterré. Dans l'interview dans RT, vous entendiez parler d'une attaque de HB Gary par Anonymous, qui faisait suite à une investigation confiée par l'État américain et la Bank of America sur Anonymous et Wikileaks, et qui mettait à jour le fait que déjà en 2011, on s'intéressait de très près, pour ne pas dire harcelé, à Glenn Greenwald, c'est-à-dire le partenaire journalistique d'Edward Snowden. Et effectivement, je peux vous le dire, en tant que journaliste qui s'intéresse à ces affaires-là, vous avez immédiatement une surveillance renforcée, très renforcée. Moi-même, j'ai fait la connerie en 2011, donc un mois après le début du printemps arabe, d'organiser une émission télé où on a convié Thibaut Bechtoil, le patron de Cosmos, à discuter autour de la table avec Bluetooth, qui est un hacker assez connu, qui en ce moment se fait un peu harceler par la justice française parce qu'il a trouvé sur Google des documents confidentiels, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et ben en 2011, pour la petite histoire, l'agence de presse de Cosmos a eu la très mauvaise idée de m'envoyer, en tant que rédac-chef de Read Wide Web, une proposition d'intervention de Thibaut Bechtoil qui venait parler de sa société, qui à l'époque s'apprêtait à rentrer en bourse. Ils n'ont jamais réussi. Et on a joué au con, c'est-à-dire on a dit oh, c'est fantastique, vous avez des résultats absolument mirobolants, 1000% de croissance par an pour une start-up française, c'est fantastique. On aimerait beaucoup vous recevoir pour parler de votre formidable business, c'est génial. Et donc Thibaut Bechtoil arrive dans un studio de télé qui appartenait à un ami, s'assoit sur la table, j'arrive habillé de façon assez innocente, c'est à peu près comme ça. Arrive Bluetooth qui est un peu moins innocent, et dans son look et dans sa façon de s'habiller. Et l'émission commence, et évidemment Thibaut Bechtoil se fait cartonner sur le thème de la Syrie. Parce qu'à l'époque, on avait déjà pas mal de documents qui nous montraient que vraisemblablement ils étaient en Syrie, et que vraisemblablement ils étaient responsables de beaucoup de morts déjà en Syrie. Là-dessus, Thibaut Bechtoil nie en bloc et en détail, les yeux dans les yeux. Je vous recommande de chercher sur YouTube Bechtoil, Bechtoil TikTok TV, ou vous cherchez sur YouTube Bechtoil et Pelboin, vous allez avoir un grand moment de rigolade.
Pour ceux que ça amuse, j'ai fait le même coup avec le patron de Cisco. C'était à mourir de rire. Vraiment, c'est un grand moment de télévision. Le patron de Cisco en train d'expliquer que non, c'est un mec bien. Très drôle. Enfin, ça a été moins drôle pour nous après, parce que M. Bechtoil est allé voir ce garçon qui dirige une entreprise de communication spécialisée dans ce qu'on appelle pudiquement la communication sensible, et qui a lancé, ça s'appelle Clay Communication, qui a lancé une véritable campagne de diffamation à notre rencontre. Alors pas drôle du tout, maintenant avec le recul, maintenant que Snowden est passé, on en rigole, mais sur le coup c'était vraiment pas drôle. Ils ont fait le tour de toute la presse française et étrangère pour, grosso modo, nous faire passer pour des fous et des complotistes. Et ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que concrètement, la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces investigations sur les technologies de surveillance françaises et américaines avant l'affaire Snowden. Donc ça a été efficace. Il fait du bon job, Éric Gillier, vraiment très professionnel, au point qu'on a mis quand même 4 ans à le coincer. On savait qu'il se passait un truc, mais on a mis 4 ans d'investigation avant de retomber sur ce type et d'avoir les preuves définitives, suffisamment pour porter plainte en justice, et on sait d'où ça vient maintenant. Ça vient donc de ce monsieur, qui est un camarade de promotion de François Hollande, qu'il a rencontré à Sciences Po avant de faire l'ENA avec lui. Comme toute personne influente, il a sa page Wikipédia qui est au passage très drôle, vu que 6 mois après avoir démarré son campagne contre nous, il écrivait un bouquin dans lequel il démontre que la communication s'agit avant tout d'un vrai métier, ce qui est vrai, obéissant à des règles et à une éthique, et qu'il peut en coûter cher d'y déroger. Ça va être la suite. Cerise sur le gâteau, ce monsieur fait partie du conseil d'orientation de Terra Nova, c'est-à-dire très concrètement du think tank du Parti socialiste. Tout ça pour vous dire que ces révélations Snowden à venir vont vraiment être super drôles. Super drôles parce que très concrètement, elles vont vous mettre face à un choix qui commence à être à peu près évident pour tout le monde et qui, en tout cas dans le secteur des technologies, est à peu près certain. C'est que nous sommes dans une situation où vous avez un choix cornélien, et je m'adresse en particulier aux jeunes, à faire pour un enjeu fondamental de société. Demain, vous pouvez vivre dans un monde orwellien. En pratique, vous y êtes déjà, mais on est encore dans une situation de paix sociale relative et de richesse absolue. Mais ça ne va pas durer. Vous avez tous aperçu que les niveaux de vie baissent, et ce n'est pas fini. Et donc forcément, à un moment, les populations vont crier famine, et on crie vite famine en France. Et donc vous avez le choix très concrètement aujourd'hui entre la peste et le choléra, ou pour le dire d'une autre façon, entre les fachos et la mafia, ou vous formulez ça comme vous voulez, mais très concrètement, il y a unanimité absolue du côté de ce qu'on appelle les partis gouvernements pour imposer cette société de la surveillance, pour faire en sorte typiquement qu'à l'avenir, des mouvements comme les pigeons, ou plus précisément les bonnets rouges, ou quoi que ce soit, Anonymous et compagnie, ne puissent pas avoir de pouvoir politique, pour qu'ils ne puissent pas émerger une opposition politique, et pour qu'on conserve une répartition du pouvoir, et des avantages qui vont avec, entre ces partis de gouvernement. Et en face, vous avez notre amie Marine Le Pen. Dieu sait ce qu'elle va pouvoir faire. Mais personne n'a vraiment envie de savoir. Mais en même temps, c'est ça ou Orwell. Ce qui me permet de conclure sur ce très joli proverbe chinois, qui s'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre vous, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une malédiction chinoise qui dit « Puissiez-vous vivre une époque intéressante ?» On y est en plein. Je vous remercie, je vais prendre vos questions. On va utiliser le micro pour les questions, histoire de graver ça dans le marbre. Il y aura un bouton poussoir dessus. Test. Okay. Je reviens sur... alors, ce monsieur Gillis, ça ? Oui. Depuis cette histoire, vous avez du coup porté plainte, où ça en est ? On est en train de constituer un dossier. Après, porter plainte contre des gens... Gillis, c'est quand même l'ancien patron de l'AFP, l'ancien directeur général de France Télévisions, de France 2.
de pâté. C'est pas forcément très utile de porter plainte. Et puis surtout, on a des méthodes beaucoup plus efficaces. D'autres questions? Alors, est-ce qu'on a des moyens pour éviter tout ça? Donc, vous avez parlé de Bitcoin, vous avez parlé d'Anonymous. Donc là, on est en plein dedans. Anonymous, ils sont vraiment... Non, Anonymous ne sont pas vraiment anonymes. Anonymous, c'est un concept. C'est pas un groupe. C'est un concept qui permet à chacun d'entre vous, idéalement en apprenant 2-3 trucs sur la façon de rester un minimum anonyme, de faire meute et déclencher une action. C'est une méthodologie d'activisme. Ça n'est pas un groupe. C'est super important de souligner ça. C'est pour ça que vous avez des actions Anonymous qui sont non seulement aux 4 coins de la planète sur des enjeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le seul élément commun d'Anonymous, et ça va continuer de vous terrifier sur la thématique FN, c'est que parmi les valeurs centrales d'Anonymous, il y a la neutralité du net et il y a la liberté d'expression. Ça ne vous a pas échappé que le seul parti français qui défend la neutralité du net et la liberté d'expression, c'est le FN. Ce qui, malheureusement, est une situation terrifiante. Merci. À propos de la partie politique, je ne suis pas super d'accord avec ce que vous venez juste de dire, en disant que c'est le seul parti qui défend la neutralité du net et la liberté d'expression. Je comprends qu'ils ont leur intérêt. J'ai un « et » exclusif en termes informatiques. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme alternative? Je ne sais pas, moi je me suis présentée pour les européennes. Vous êtes quelle couleur? Europe Démocratie Espéranto. Ah, je suis navré. C'est un micro. Pourtant, je suis prof à Sciences Po, mais je ne connais pas. Non, soyons sérieux. Mouvement politique en mesure de dépasser les 1%. En dessous, on a aussi le Parti Pirate. Mais ils ont fait 0,36, je crois. Donc, mouvement politique qui est en mesure de prétendre pouvoir accéder au pouvoir, on va dire. Et Le Pen étant le premier parti de France, malheureusement, que ça vous plaise ou pas, il est aujourd'hui, malheureusement, en état d'accéder au pouvoir. Et il se met d'ailleurs en mesure d'accéder au pouvoir. Philippot, il sort de l'ENA. C'est pas un hasard. Le directeur de cabinet de Marine Le Pen, c'est l'ancien directeur de cabinet de je sais plus qui, mais enfin, elle s'entoure de pros, ça se professionnalise, et ils se professionnalisent pas pour le plaisir, ils se professionnalisent parce qu'ils ont très clairement l'intention d'accéder au pouvoir, et tous les sondages qu'on a montrent que, d'un point de vue démographique, c'est inévitable. La majorité des jeunes votent Le Pen. Pardon ? Ah, mais ça dépend de ce qu'on appelle diplômé en France. Mais quand vous prenez les jeunes dans l'absolu, c'est-à-dire le segment 18-30, on n'est pas loin de la majorité. Quand vous prenez les jeunes dans leur ensemble, c'est-à-dire en intégrant ceux qui n'ont pas encore le droit de vote, ils sont très largement majoritaires. Donc les jeunes étant de nature à vieillir, et de nature ensuite à accéder au droit de vote, et les vieux étant de nature à mourir, et du coup ne plus voter, mathématiquement, faites le calcul. Les mathématiques, c'est implacable. C'est pour ça qu'on a des ingénieurs à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question est courte, mais la réponse va être longue. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? J'ai malheureusement pas de réponse. Je pense que si on s'était réveillé à l'époque d'Adopi, Adopi, c'est la première mesure d'État destinée à vous habituer à la surveillance de masse, à vous faire accepter la surveillance de masse électronique. Accessoirement, ça sert à... Enfin, c'était censé défendre les artistes, mais enfin, tous ceux qui ont regardé le truc de près voient bien que ça ne sert pas du tout à ça. Ça sert essentiellement à vous faire accepter que sur Internet, vous êtes surveillé. Vous connaissez tous un système panoptique. Un système panoptique, pour ceux qui veulent vraiment voir en profondeur ce que c'est, je vous recommande Surveiller et punir de Foucault. Un système panoptique auquel on est tous habitués, c'est les radars routiers. Si vous avez des radars routiers partout, vous allez être plus enclin à respecter les limitations de vitesse. Si vous avez des systèmes de surveillance partout sur Internet, vous allez être plus enclin à moins télécharger des MP3 comme des ports. Si demain, on met en place ces mêmes radars routiers avec des moteurs sémantiques, dont vous avez peut-être parlé, je ne sais pas très bien, qui détectent par exemple le racisme et l'antisémitisme, vous allez peut-être être enclin à respecter la loi française qui l'interdit strictement et qui ne respecte pas vraiment la liberté d'expression, fût-elle immonde. Tout ça est techniquement parfaitement faisable. Ça a été réclamé par la nouvelle responsable de SOS Racisme, typiquement, c'est réclamé par la LICRA,
Le problème, si vous voulez, c'est que quand on regarde, là encore, statistiquement, la situation de la population française, on a entre 30 et 40% de racistes. Donc, il faut faire un petit effort pour se mettre à leur place et s'imaginer malgré tout que pour eux, ils vivent dans une société qui brime leur liberté d'expression. C'est pas facile. Alors, on ne va pas les plaindre, mais quand même, ça fait 30-40% de la population. C'est beaucoup. C'est un vrai problème. Parce que malgré tout, ils votent. C'est les limites du système démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez envisager sérieusement d'aller dans un pays qui va mieux supporter le choc. Tous les pays vont se prendre ce genre de truc sur la gueule. Mais typiquement, si vous regardez les États-Unis, la liberté d'expression, c'est l'article premier, le premier amendement de la Constitution américaine. Il n'y a aucun problème pour que tout d'un coup, les racistes puissent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ils se sont toujours exprimés. Et les Américains, ont, malgré tout, sont partis d'une situation qui était peut-être même pire que la nôtre, parce que nous, on faisait des choses atroces à des ethnies exogènes, mais on la faisait chez eux. Bon, ils sont un peu venus chez nous après, mais on les faisait chez eux. Eux, ils les ont amenés chez eux pour cueillir du coton. Et ils ont vécu en apartheid jusqu'à assez récemment, finalement, jusqu'à les années 60. Les États-Unis, c'était l'apartheid. Et en 60 ans, ils en sont au stade où ils ont un président noir. Donc, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vachement bien réussi à résoudre le problème. Il y a plein de racistes aux États-Unis, mais ils ont résolu socialement le problème. Nous, on a résolu le problème dans les années 80 en interdisant l'expression du racisme. Ça a très bien marché, jusqu'en 2005, jusqu'au jour où il y a des abrutis qui ont inventé le Web 2.0, et où tout d'un coup, la liberté d'expression est devenue une réalité tangible. Parce qu'avant, il fallait passer par les médias, les machins, donc grosso modo, qui avait accès à la liberté d'expression ? Des gens comme moi, des universitaires, des profs, des journalistes, mais pas vous. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la liberté d'expression. Mais ce n'est pas un droit. Et là, on a un sérieux problème constitutionnel. On a d'autant plus un problème constitutionnel qu'on a une jeunesse qui est particulièrement inculte sur le plan constitutionnel, on ne fait pas d'éducation civique, et qui est persuadée que la liberté d'expression est un droit. Tous, quasiment tous. Vous posez la question dans les sondages, 95% des Français sont persuadés que la liberté d'expression est un droit. C'est faux. Trouvez ça dans la Constitution française, il n'y a pas. Trouvez un article dans le Code pénal qui punisse l'atteinte à la liberté d'expression, il n'y a pas. Ça n'est pas un droit en France. Et pourtant, on a mis dans les mains de la population française quelque chose qui lui permet d'accéder à ce droit. C'est exactement comme si on avait distribué des AK-47 à la sortie des écoles. Et on en est là. Donc la France est dans une très 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 mauvaise situation pour assumer ça et garder un système politique, on va dire, viable. Si vous avez moins de 25 ans, cassez-vous. Si vous avez plus de 25 ans, ce qui est mon cas, alors, vous pouvez commencer par rendre votre patrimoine liquide, par exemple. Si votre patrimoine est sous la forme d'un bien immobilier, on ne part pas avec un bien immobilier dans la poche. Donc en cas de catastrophe du type, je ne sais pas moi, Nicolas Sarkozy revient, il est élu président de la République, et puis 15 jours plus tard, si je me souviens bien du timing, on a les élections parlementaires, les gens sont raisonnablement pas contents d'avoir Nicolas Sarkozy à nouveau président de la République, mais ils avaient ça entre ça et, voyons le pire, François Hollande, ou Manuel Valls, peu importe. Donc ils ont choisi Nicolas Sarkozy, ou Manuel Valls, peu importe, ça ne change rien. Et en réaction à l'élection de Nicolas Sarkozy, les Français votent massivement Le Pen. Pas 25%, les 27%. Il y a ce qu'on appelle en mathématiques un effet de bord, qui est que on a réussi à faire en sorte que, malgré une représentation dans la population qui oscille entre 15 et 20% jusqu'ici, il n'y ait quasiment pas de représentation politique à l'Assemblée nationale, ce qui, d'un point de vue démocratique, est un peu limite, mais nous arrange tous. Le problème, c'est que cette règle ne marche pas au-delà d'un certain seuil. Donc si elle atteint 25 ou 27% sur des élections parlementaires, poum, elle a un groupe parlementaire. Comment vous composez votre gouvernement et vous obtenez la confiance du Parlement dans ces situations-là ? C'est des questions constitutionnelles cons, et sans être des experts en constitution française. Vous connaissez tous le b.a.-ba du règlement. Je suis élu président, je nomme un Premier ministre qui me propose une palette de ministres, sur lequel j'influence un peu, mais ça, c'est pas très grave, c'est les coulisses. Et ensuite, le mec que j'ai nommé Premier ministre va à l'Assemblée et demande la confiance. Mais qu'est-ce qui se passe si à l'Assemblée, j'ai 40% à gauche,
40% à l'UMP et le reste au Front National. Comment j'obtiens 50% de confiance? Pas 51%. Absolument. Et donc vous avez deux choix de coalition. Vous avez une coalition, pour reprendre une terminologie qui n'est pas la mienne, UMPS, et vous avez une coalition UMP-FN. Dans le cas d'une coalition UMP et Parti Socialiste, vous ouvrez un boulevard à Marine Le Pen. D'abord parce que les perspectives économiques, on ne va pas se la raconter, quels que soient les cycles économiques à venir, de toute façon, ils ne créeront pas d'emplois. Je pense que tous les pays qui ont redémarré post-crise montrent bien qu'il n'y a pas de création d'emplois post-crise. On est face à des nouveaux paradigmes économiques, vous avez peut-être entendu parler de l'économie collaborative, qui ne crée pas d'emplois. Et donc on restera dans une situation structurellement déficitaire d'un point de vue budgétaire. Et il y a une autre règle économique, statistique très très basique, que vous connaissez tous, parce que vous avez tous à un moment ou un autre contracté un emprunt, qui fait que si vous êtes structurellement en déficit de 3% depuis 40 ans, vous êtes ruiné. Donc très concrètement, l'économie ne s'arrangeant pas, l'État étant dirigé par l'UMPS, et je ne vous raconte pas les batailles au sein du UMPS, de bordel, mais les élections suivantes, qu'est-ce qui gagne? C'est Marine. Autre hypothèse, une coalition UMP-FN. On a des coalitions hétéroclites qui sont faites comme ça dans l'histoire. La dernière, c'était en 81, ça s'appelait l'Union de la gauche. Ça s'est mal passé pour le Parti communiste, il s'en est jamais remis. C'était la grande invention de François Mitterrand, avec le Front National. Je doute franchement que l'UMP bouffe le FN. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. Mais on peut prendre le risque. Enfin, dans un cas comme dans l'autre, barrez-vous. De là où je vous vois, je suis un peu myope, mais vous me semblez être suffisamment jeune pour pouvoir faire vos valises et aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et où aller? Ça dépend complètement. J'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Jérémy Zimmerman, qui a été le fondateur et le porte-parole pendant très longtemps de la Quadrature du Net, dont beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler. En ce moment, il cherche en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est un endroit dans le monde où il y a des expérimentations plus ou moins foireuses sur la démocratie. Certaines sont peut-être porteuses d'espoir. Personnellement, moi, je me suis exilé à la fin du règne de Nicolas Sarkozy. J'étais persuadé qu'il serait réélu. Et à l'époque, comme je vous ai montré, c'était pas facile de vivre en France. Je me suis exilé en Tunisie. Beaucoup travaillé post-révolution sur la reconstruction du système démocratique tunisien, qui offre d'ailleurs des perspectives intéressantes. Les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait après la Révolution? Ils ont élu le FN. Alors, le parallèle entre le Front National et Ennahda est grossier, parce que Ennahda est un parti ultralibéral, Front National a une politique économique et sociale qui est plutôt inspirée de l'extrême gauche, mais malgré tout, ils ont élu un extrême. Et l'extrême s'est avéré tellement incompétent à l'exercice du pouvoir qu'au bout de 2 ans, ils se sont fait dégager au coup de pied dans le cul. Puis c'est pas des islamistes non plus, c'était pas le Qatar. Et aujourd'hui, la Tunisie est dirigée par une coalition technocratique de gauche, avec des grosses guillemets, la gauche tunisienne, c'est particulier. Mais toujours est-il qu'ils sont quand même beaucoup plus compétents, donc ça marche mieux. Donc ils en ont chié pendant 2 ans avec les extrêmes, et ils sont à nouveau en bonne voie pour construire un système démocratique viable. Et ils partent d'une dictature. Donc c'est plutôt, en l'espace de un peu plus de 3 ans, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez peut-être aller explorer ce genre de pays. Vous pouvez aussi bêtement aller à Londres, aux États-Unis, en vous disant que ces pays étant foncièrement plus capitalistes que nous, sont beaucoup mieux armés à affronter la mise à mort de la démocratie par le capitalisme. Évidemment, vous avez intérêt à prendre cette option si vous êtes plutôt féru de capitalisme et doué pour le business. Si ce n'est pas votre cas, je vous déconseille fondamentalement ce genre d'option. À partir de là, le monde est à vous. Dans le pire des cas, vous allez en URSS, en Russie, pardon. Là, je vais plus parler à l'activiste. Est-ce qu'il n'y a pas un certain fatalisme à avoir des pseudo-démocraties dicter des lois comme Hadopi alors qu'on sait très bien qu'elle, par exemple aux États-Unis avec la NSA, on sait très bien qu'elle n'a aucun compte au Congrès alors qu'elle devrait. Et ce serait très naïf de penser qu'en France, les services de renseignement respectent la législation. Ça serait très naïf, oui.
Du coup, est-ce que, en tant qu'activiste... Qui respecte la législation en France? Parce que les services de renseignement, il y a une règle implicite dans les services de renseignement qui est pas vu, pas pris. Quelque part, les services de renseignement, depuis la chute du mur de Berlin, font essentiellement du renseignement économique. Et depuis 5, 10 ans, mais plus de 5, font du renseignement politique dans certains pays, notamment les États-Unis et la France. C'est-à-dire font du renseignement envers des gens qui ont des activités politiques, susceptibles de déstabiliser le pays ou susceptibles de faire chier l'adversaire qui est au pouvoir. CF, ce qui est tombé dans la gueule de DSK. C'est pas nouveau pour des services de renseignement. Ce qui est plus étonnant et plus susceptible de choquer les citoyens que vous êtes, c'est plus le fait que, par exemple, Orange, il y a de ça 3 mois, vous avez en 5 colonnes à la une du Monde le fait qu'Orange coopérait avec les services de renseignement pour la mise sous surveillance de la population française. Ça n'a pas fait l'objet d'une seule question parlementaire. Rien. Aucune réaction. Plus amusant encore, 6 mois avant cet article, vous aviez le même article dans le Guardian. Personne ne s'est demandé pourquoi les journalistes du Monde mettaient 6 mois à traduire un article en anglais. Personnellement, je ne lis pas la presse française, sauf exception, c'en était une, je lis le Guardian. Ça me permet d'avoir 6 mois d'avance sur la presse française, c'est pratique. C'est facile, hein, vous prenez un proxy, vous vous connectez en Angleterre ou aux États-Unis, vous prenez Google News, vous filtrez sur France, et vous avez l'actualité française 6 mois avant les Français. C'est simple comme hack, hein, c'est pas du haut niveau. Pourquoi est-ce que les politiques ne respectent pas non plus la loi? Vous connaissez tous Balkany. Ces villas sont dans Paris Match, quoi. Sans être expert immobilier, vous voyez bien que normalement, quelqu'un qui a un tel bien immobilier devrait payer l'ISF. C'est évident. 25 pièces à Saint-Martin. Forcément, le mec, il est au-dessus d'1,2 million, qui est le seuil de l'ISF. Ou Fabius. Fabius, il vous dit, mon patrimoine, la loi sur la transparence, mon patrimoine, c'est 6 millions. C'est mon appartement. Il n'y a pas un meuble, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Une grande famille d'antiquaires, mais il n'y a rien, il est nu. Concept du white box, très à la mode dans les musées. Alors, il n'y a pas de doute que son appartement est un musée, que il n'y a rien... Peut-être que... Il n'y a pas une seule question, rien. Le mec qui dirige Orange, il a 2 condamnations. Il est inculpé en ce moment dans l'affaire Tapi pour escroquerie en bande organisée, et il a une autre condamnation qui est je ne sais plus quoi, mais il dirige l'une des plus grosses entreprises françaises. Pas de problème. Le mec qui a porté la loi Adopi de Denis Oliven est à la tête d'un plus gros média français, européen. Pas de souci. L'ancienne ministre qui portait Adopi, Christine Albanel, la fameuse inventrice du firewall OpenOffice. Elle est arrivée chez Orange juste après son ministère. C'est parfaitement illégal. Il y a une loi qui interdit à un fonctionnaire, en particulier un haut fonctionnaire, d'aller travailler dans une entreprise dont il avait la tutelle. C'est totalement illégal. Elle l'a fait. Pas de réaction. Donc, taper sur les services de renseignement, franchement, ils ont mon dos. Le problème, ce n'est pas du tout les services de renseignement. Le problème, c'est le respect de la loi. Et effectivement, en France, il n'y en a pas. Mais, quelque part, est-ce que c'est de la faute de Balkany? Ou est-ce que c'est de la faute des 56% d'abrutis qui l'ont réélu récemment? Autrement dit, est-ce que c'est de la faute de tous ces gens qui nous gouvernent, dont on voit les affaires quotidiennement sortir, et on découvre que, ah mon Dieu, Big Malion? Ou est-ce que c'est de la faute de nous? Et là, en particulier, on navigue dans des milieux qui sont proches de la communication. On a tous travaillé dans la communication. On sait tous ce que c'est que 20 millions d'euros de budget pour faire de la communication. Alors pour ma mère, qui est prof de français, c'est énorme, 20 millions, c'est fantastique. Mais nous qui travaillons dans la communication, on sait bien que pour une campagne de lancement national, c'est pas terrible. Donc on sait bien que les partis politiques sont totalement sous-financés. On sait tous faire des maths, enfin à bas niveau. Faire une opération mathématique super simple. Il y a 135 000 adhérents à l'UMP. La cotisation est en moyenne de 20 €. Ça fait combien dans les caisses de l'UMP? De quoi payer l'électricité.
Pareil pour le PS. D'où vient le reste du budget de fonctionnement? Mystère. On est suffisamment grand pour faire ces multiplications. Elles ne sont pas très compliquées. Elles sont du niveau de CE2. On a tous le niveau CE2. On n'est pas obligé d'être polytechnicien ou prof à Sciences Po pour faire ce genre de multiplication. Donc le problème, il ne vient pas spécialement des politiques. Si demain, on vous laisse prendre dans le pot de confiture et qu'il n'y a aucune sanction, pourquoi diable allez-vous vous priver? Le problème, c'est nous, ce n'est pas les politiques. Pourquoi diable voulez-vous que des gens qui brassent des milliards et qui peuvent s'en mettre autant qu'ils veulent dans la poche, en fonction de leurs sentiments, leurs valeurs, leur envie d'avoir une piscine ou une villa à Saint-Martin, ce genre de choses, qui ne risquent rien, et qui sont réélus, même s'ils le font, pourquoi diable voulez-vous qu'ils ne le fassent pas? Le problème, c'est peut-être qu'on les réélit, ad vitam. Excusez-moi. Ah, on va commencer par rapport, oui. Oui, vous avez l'air de dire qu'il suffit de ne pas les réélire, mais en fait, Oh non. On n'a pas le choix. On nous invite à aller voter quand on va pas voter. Je vais te remonter la slide, je vais te montrer ton choix si tu veux. Hop. Oui, mais là, il y a bientôt 60% des Français qui ne vont plus voter. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu compris? Et bah, ça continue quand même. Ouais. OneSmart, ton choix, il est là. Du coup, il n'y a pas un manque d'information Tu l'as l'information, je vais te la donner. J'ai écrit des tonnes d'articles. Tout le monde Tu n'as pas pu passer à côté de l'affaire Big Malion. Tu n'as pas pu passer à côté de l'affaire Tapi. Tu n'as pas pu passer à côté... je ne vais pas énumérer les affaires de Sarkozy, parce que quand même, il faut qu'on... Puis moi, j'ai un train à 20h. Mais on l'a, l'information. C'est pas ce que je dis, c'est que même si on l'a, on n'a pas le choix. Même, qu'est-ce qu'on peut Mais faire? tu l'as, le choix. C'est pas par le vote qu'on peut se... Bah non, enfin, le FN, l'UMP et le PS, c'est pas un choix. C'est ce que vous dites, d'ailleurs, et je suis d'accord. Ah non, je ne dis pas que c'est pas un choix, je te dis que c'est la peste ou le choléra, c'est un choix. Très concrètement, le fond de ma pensée, c'est que tu as le choix entre la peste, qui te donnera... Il y a un parallèle très simple à faire d'un point de vue technologique entre l'armement nucléaire et le Deep Packet Inspection. Le Deep Packet Inspection, c'est ce qu'a inventé Cosmos. C'est le cœur, l'alpha et l'oméga de ces technologies de surveillance de masse. Si vous voulez surveiller toute une population, vous faites appel à cette technologie. Vous branchez tout un tas de trucs derrière, comme Palantir, mais le cœur, ce qui a rendu possible ce paradigme, c'est le Deep Packet Inspection. Ce qui a rendu possible la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc occidental, c'est la bombe nucléaire. On a fait un progrès technologique considérable, on a réussi à casser l'atome, et on en a fait deux choses, de l'énergie et l'arme nucléaire. L'arme nucléaire a créé un monde, et l'a façonné pendant près de 50 ans. Là, on a créé une technologie, ou un ensemble de technologies qui vont du Deep Packet Inspection à la Big Data, et ça va donner un monde. Les marketeurs ont très bien compris qu'ils vont pouvoir en tirer parti. J'imagine que vous passez votre vie à voir des conférences de genre du marketing. Moi-même, hein, dans la vie civile, je suis start-upper et j'ai une start-up qui est dans la Big Data. Hein. Mais à côté de ça, les États vont nous faire rentrer dans une situation de guerre froide, si c'est qu'on ne sera plus dans deux blocs qui s'opposent, on sera entre des gouvernants et des gouvernés. Et il y aura une situation de guerre froide. Encore une fois, Foucault, Surveiller et punir, et décrit merveilleusement ça. 1984, le romance. Mais si vous voulez avoir une approche plus profonde d'un point de vue sociologique et philosophique, il vaut mieux lire Foucault. Il faut lire les deux, hein, Orwell et Foucault. Donc, on a donc la peste, c'est ça. Vous rentrez dans un monde où vous allez en prendre pour longtemps, dans un système qui, on l'a tous bien senti, ne sera pas démocratique, où vous avez le choléra. Le choléra, vous avez typiquement une hypothèse tunisienne. Vous allez en chier pendant 2 ans et ensuite peut-être que... Mais c'est pas gagné. Hein. Ça se trouve, on va en chier pendant 10 ans, peut-être 20 ans. Ça se trouve, il y aura des camps d'extermination. Ouais, allez savoir. On ne sait pas. Le seul truc dont on est à peu près sûr, c'est de la peste en fait. Le choléra, franchement, j'ai aucune idée. Ça ne sera pas agréable, hein. C'est pas... mais c'est pas évident de savoir. La peste, c'est assez évident que si on continue dans cette voie-là, et on y est déjà bien engagé, on en a pour des décennies. C'est-à-dire que typiquement, ma génération ne verra pas nécessairement la fin de ce truc. Ou alors je serai très très vieux.
et vraisemblablement à l'étranger. Donc je serai peut-être sur une plage à Copacabana, parce que j'ai eu l'intelligence de ne pas foutre mon patrimoine immobilisé en immobilier, et je regarderai en sirotant une noix de coco ces pauvres Français qui se démènent dans leur démocratie. L'autre choix, je serai aussi à l'étranger, et je regarderai Vichy 2.0. Ou autre chose, hein, ça se trouve, je me fais des préjugés complets sur le Front National, et c'est des gens vachement gentils, mais c'est pas vraiment le sentiment. Mais je veux bien être accusé d'être de parti pris contre ces pauvres gens. Jeune homme, vous avez une question devant ? Plus de questions ? Eh bien, je vais vous souhaiter une dernière question. Du coup, pour conclure, vous êtes aussi journaliste, vous avez beaucoup de médias dont vous parlez, ceux qui ont vraiment une indépendance financière. Non, on en a deux en France. On a Mediapart et le Canard enchaîné. Le Canard. Du coup, comment vous faites pour éduquer les gens qui sont gavés par la politique politicienne de BFM TV ou des conneries comme ça? Je donne des cours à Sciences Po et je fais des conférences. D'accord. Ça me permet d'avoir bonne conscience. Et est-ce que vous avez confiance à l'avenir? En mon avenir ou en ton avenir? Les deux. En mon avenir, oui. Moi, je suis capable de voir ce qui va me tomber sur la gueule, donc je peux anticiper. Ça fait des années que je prends les décisions essentiellement entrepreneuriales. Il faut bien comprendre que le journaliste, c'est une coupure de 5 ans dans ma vie, ces 5 dernières années, que j'ai refermé en grande partie il y a 6 mois pour me remettre au business, parce que c'est bien gentil, mais crève de faim. C'est un métier de crevard quand même. Ça a été absolument passionnant. J'ai bossé avec des gens géniaux, des très grands professionnels. J'ai appris énormément auprès de ces gens-là. J'ai fait des investigations absolument passionnantes, mais vraiment j'ai bouffé des pâtes. Et je me remets à business as usual, ce que j'ai toujours fait. Dans le business as usual, ce que je fais depuis 1994, à partir du moment où tu as des clés de lecture qui te permettent, du fait de ta compréhension des technologies, d'anticiper leur impact sur la société, quand tu rentres dans un monde où l'essentiel de l'impact sociétal est de nature technologique, c'est assez facile. Tu as une boule de cristal. Pour ce qui est de l'avenir de toi, c'est-à-dire la société, non, il n'est pas radieux. Non, il n'est vraiment pas radieux. Il est vraiment pas radieux parce que de toute façon, vous allez faire face à ça. Vous n'avez pas le choix. C'est inévitable. Vous avez tous vu Adopi, qui est vraiment la toute petite extrémité de la partie émergée de l'iceberg. Et vous voyez bien à quel point ces deux parties de gouvernement sont à fond pour. À fond pour. Alors ils hésitent à l'annoncer de façon si claire. En ce moment, vous avez un mouvement violent de la part d'Arnaud Montebourg pour mettre à mort la neutralité du net. Mettre à mort la neutralité du net. Alors, tout le monde sait ce que c'est que la neutralité du net. Pour ceux qui dormaient, c'est un dogme qui a prévalu jusqu'ici à la construction de l'Internet, qui veut que tous les signaux qui passent sur Internet soient traités de façon égale, quelle que soit leur origine, leur destination, leur contenu. Très concrètement, que j'envoie un email à ma mère ou que je stream une vidéo sur YouTube, les signaux, les tuyaux me transmettent l'information point barre. Ils n'en font rien. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Vous avez tous remarqué, pour ceux qui sont abonnés à Free, que sur YouTube, ça marche moyen, quoi. Ça marche moyen parce que sur le réseau Free, il y a des sondes Cosmos qui, quand elles voient passer des signaux YouTube, pètent le stream. Parce que l'intention de Free pour augmenter ses marges, c'est d'aller racketter Google sous prétexte qu'il consomme de la bande passante que vous avez déjà payée. Mais si on peut faire payer une personne 2 fois pour la même chose, après tout, on est dans les biens dématérialisés, quoi. C'est fantastique. Je fais un MP3, je peux le vendre 6 fois. J'ai vendu 1 fois ma bande passante, je peux le vendre à un 2e fouillon, Google, et puis un 3e, Amazon, puis un 4e, Netflix. C'est génial. Vous imaginez les marges de Free et d'Orange? Comprenez pourquoi on défend la neutralité du net? À partir du moment où il n'y aurait plus de neutralité du net, vous allez petit à petit avoir un paysage à la BFM TV sur l'Internet. C'est-à-dire, vous pouvez toujours accéder à Reflet, mais le temps de chargement de la page sera de 3 à 4 minutes. Comme notre ami Google prend en compte le temps de chargement de la page pour ses capacités d'indexation,
Ben, aujourd'hui, si vous tapez Cosmos dans Google, vous allez trouver nos articles dans la première page. Si demain, Reflet met 10 minutes à charger, ça va disparaître. Et on va se retrouver dans un univers BFM TV. C'est l'enjeu, hein. C'est très clairement l'enjeu. En dehors de faire progresser les marges des opérateurs téléphoniques, c'est très clairement l'enjeu, avoir un contrôle sur l'information. Et le vrai perturbateur social qu'on a, c'est depuis 2011, hein, depuis Wikileaks, c'est l'information. C'est la façon dont l'information circule. Si vous prenez un exemple comme la Tunisie, en Tunisie, tout le monde savait que les Trabelsi étaient des ordures totalement corrompues. Tout le monde savait que la belle famille de Ben Ali était incroyablement corrompue. Mais personne n'osait en parler parce que c'était quand même une putain de dictature assez violente. Pire, mais c'était quand même très violent. Et puis à un moment, il y a ces fameux télégrammes qui sont arrivés, qui ont circulé sur Facebook, qui étaient très difficiles à censurer, et qui ont fait que tout d'un coup, on pouvait parler des télégrammes. On ne parlait pas des Trabelsi, mais tout le monde avait lu, donc tout le monde savait que tout le monde savait. On est passé d'une situation où tout le monde savait, tout le monde sait que les politiques sont corrompus, à une situation où tout le monde sait que tout le monde sait. Imaginez les comptes de l'UMP qui sont publiés à mode Wikileaks. Ou tout un tas d'autres éléments qui sont tous numériques et qui pourraient tous apparaître demain sur une opération de type Wikileaks. On change de dimension sociale. Tout d'un coup, tout le monde sait que tout le monde sait. Là, vous avez une possibilité d'émeute, de révolte, voire de révolution si c'est bien orchestré. Ça, c'est super dangereux. Donc, pour les États, il y a un enjeu vital à contrôler la circulation d'informations. Il y a toujours eu un enjeu vital à contrôler la circulation d'informations. C'est pour ça qu'on a inventé le RTF. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a filé des gros semi-monopoles informationnels à des amis. On parlait de Denis Oliven tout à l'heure. C'est pas un hasard s'il s'est retrouvé de chef de projet de la Hadopi à patron d'Europe 1. Si vous regardez les grands patrons de grands médias, vous allez voir que ça ne varie pas plus que les têtes d'affiche politiques. C'est toujours les mêmes. Il y a une claire volonté de contrôle de l'information. Et Internet fout la merde là-dedans. Et la merde se voit immédiatement. Hein. C'est pas un hasard si Erdogan a voulu censurer YouTube et Twitter. Il a bien identifié la cause du problème. Ils l'ont tous identifié. Tous. Et donc il faut une solution. La solution, ça passe entre autres par la surveillance généralisée et ça passe par l'abandon de la neutralité du net de façon à pouvoir canaliser l'information. Et tout un tas de choses qui vont inventer d'ici là. Donc en ce qui vous concerne en tant que citoyen, d'une part, c'est de faire face à cette triste réalité. De chacun trouver votre réponse. Hein. Je ne vais pas vous donner des instructions de vote. Moi-même, je ne vote plus depuis longtemps. Et d'autre part, peut-être d'apprendre à échapper à ce système de surveillance. Pour l'instant, on n'a pas de censure en France. Ça va arriver très vite. Hein. Notamment, ça va arriver avec la fusion CSA-Adopi. Mais la censure, rassurez-vous, c'est très facile à contourner. Vous avez déjà un amorce de censure, je ne sais pas si vous êtes au courant, on est les premiers censeurs au monde sur Twitter, la France. Loin devant la Russie, loin devant tous les autres pays. Le premier pays à demander des actes de censure sur Twitter, c'est la France. Au nom de la loi Guesso, des lois mémorielles, enfin on a tout un tas de lois qui permettent de censurer des contenus, et on en use et on en abuse, essentiellement en déléguant la justice à des associations, du type SOS Racisme et compagnie. Il faut aussi comprendre pourquoi les fachos ils gueulent contre SOS Racisme, hein, ils ont des raisons. On a délégué une mission de justice à des entités qui ne sont pas des entités étatiques. C'est un peu curieux pour une démocratie. Normalement, c'est le fait de l'État, la mission de justice. Ça ne l'est plus en France. Ceci dit, contourner, c'est super simple. Hein. Vous allez dans vos préférences Twitter, vous indiquez que vous habitez Londres. Pour ceux qui se posent la question pourquoi mon compte Twitter est localisé à Londres, vous avez la réponse. Et hop, plus de censure. Là, vous avez un grand ramdam sur le droit à l'oubli de Google. Vous avez 12 000 Français qui ont demandé à ce que Google les oublie. 12 000 Européens. Bon, vous prenez un proxy, vous localisez hors de la zone Europe et vous avez accès à l'intégralité de Google. C'est très facile de contourner la censure. C'est plus compliqué d'échapper à la surveillance. Beaucoup plus compliqué. Parce que ça va demander de changer radicalement vos habitudes. Si vous utilisez un compte Gmail, il faut oublier. Il y a plein. Si vous avez un système d'exploitation sur votre machine qui s'appelle Windows, et c'est mort. S'il s'appelle AEOS, c'est pas mieux. Il va vous falloir vous mettre à Ubuntu, c'est chiant. C'est moins ergonomique. Moi-même, j'utilise un Mac. Enfin, pas toujours, mais l'essentiel du temps, j'utilise un Mac.
Votre téléphone, vous oubliez. Vous pouvez éventuellement téléphoner à des gens, mais avec des applications cryptées, chiffrées, pardon. Ça demande vraiment de changer radicalement la façon dont on utilise les technologies d'aujourd'hui. Et si vous êtes particulièrement ciblé, ça vous n'êtes pas un individu dans la foule, mais vous êtes un type comme moi qui fait chier un peu le gouvernement, c'est vraiment, vraiment, vraiment la limite de l'impossible. Vous pouvez vous démerder pour ne pas cramer vos sources. Vous avez un luxe de précaution incroyable quand vous avez des contacts avec une source, et en fait, chez Reflet, on l'a résolu d'une façon très simple, on ne sait pas qui c'est. On est lu par une quantité assez phénoménale de lecteurs, dont beaucoup de hackers, qui ont des méthodes pour trouver de l'information qui parfois s'avèrent à la limite de la légalité. Et qu'on a besoin d'une information, mais on le fait savoir. Après, si on a une source anonyme qui nous envoie l'information miracle, secret des sources, je suis journaliste. Prends un micro. Mais comment vous pouvez faire confiance en fait aux informations que vous recevez si c'est anonyme et que... On les recoupe. T'as de toute façon, même si tu connais ta source, si tu fais bien ton boulot de journaliste, tu recoupes tes sources. Tu les vérifies. Qui plus est, nous, on est dans une situation assez simple. 99% des informations transmises par nos sources, c'est de la documentation technique. Donc en face, on a des gens qui savent lire de la documentation technique, savent lire un manuel de programmation d'une machine AME6. Et derrière, extrapole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien avant l'affaire Snowden, il y a eu un truc fait par Wikileaks qui s'appelle les spy files. Bon, c'était notre documentation technique. C'était des tonnes et des tonnes de documents de salon, des plaquettes, des manuels d'utilisation, des trucs à la con de ces outils de surveillance. Puis tout d'un coup, Wikileaks a dit « Ouais, c'est dégueulasse, il y a de la surveillance, regardez, on a les preuves. » Ça n'a pas fait un buzz, rien, que dalle. Mais là-dedans, on avait plein de documents hyper intéressants. Notamment, pour ce qui est d'AME6, les manuels d'utilisation des systèmes qu'on avait fourgués à Kadhafi. Ça a donné lieu, là encore, si vous cherchez sur YouTube, vous allez pouvoir les trouver, à des grands moments de rigolade où ils avaient fait ça à l'arrache. Donc très concrètement, ils prenaient des screenshots d'investigations en cours chez Kadhafi, ils les foutaient dans la notice technique, ils disaient voilà, si tu veux surveiller un type, alors tu appuies sur F8, ensuite tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, on avait récupéré tous les noms des gens qui étaient surveillés par Kadhafi. Heureuse coïncidence, il y avait la moitié du gouvernement post-Kadhafi, avant que les islamistes reprennent le pouvoir, parce que ça s'est mal passé après. Mais après, si vous vous souvenez bien de la séquence de l'invasion de la Libye, une fois qu'on a buté Kadhafi, encore l'œuvre de nos services secrets, on a installé un gouvernement ami, un grand classique dans la géopolitique, qui était composé de tout un tas de gens assez respectables. Et il se trouve que tous ces gens étaient surveillés auparavant par Kadhafi. Et on a découvert plein de trucs très très drôles. On a évidemment publié tout ça. Et la réponse d'AME6 à l'époque, c'était c'est probablement des pédophiles. Ah, peut-être. Ça a été très rigolo. Là encore, pas de réaction. Personne n'a repris l'enquête. L'enquête dont je vous parle, publiée dans Mediapart, qui quand même mouille Orange et son dirigeant qui n'est autre que l'ancien chef de cabinet de Christine Lagarde, l'ancienne ministre des Finances, actuelle patronne du FMI, enfin c'est du lourd quand même, qui la mouille à vendre des systèmes de surveillance à Bachar el-Assad, pas de réaction. Pas de questions parlementaires. Pas de scandale d'État. Rien. À croire que il se passe un truc. Et qu'effectivement, on est dans cette situation, quoi. On est dans cette situation où vous avez les partis de gouvernement qui, de toute façon, vont vers cette société orwellienne. C'est absolument inévitable. Et je ne vous dis pas du tout que le troisième ne va pas y aller s'il est au pouvoir. J'ai aucune idée de ce que va faire le troisième, et je pars du principe que ça sera certainement bien pire, mais peut-être plus court. Mais ces investigations n'ont aucun impact médiatique. Il y a 6 mois, la presse allemande a révélé les accords Lustre, qui étaient basés sur un document Snowden. Les accords Lustre, c'est des accords signés en 2010 par le gouvernement de Nicolas Sarkozy de coopération bilatérale avec les services de renseignement américains. C'est-à-dire, grosso modo, qu'on va se servir dans leur data comme on veut et qu'ils vont se servir dans la nôtre. Et ils en ont besoin, parce que c'est nous qui contrôlons le monde musulman, qui les inquiète un peu, les Américains. Donc ils ont vraiment besoin des data qu'on a. Et nous,
enfin nous, eux, le gouvernement français, ils ont vraiment envie de savoir ce que vous racontez sur Facebook. Ils ont vraiment envie de savoir l'adresse IP que vous utilisez sur votre compte Twitter, tout ça. Vos recherches Google. On ne peut pas les avoir avec du TPI, c'est très compliqué. Il vaut mieux utiliser pour ça un autre partie du truc qui est le fameux programme PRISM, qui est aller se servir directement chez les grands géants de la Silicon Valley. Bah, c'est ça les accords lustres. C'est un accord de coopération bilatérale. Pas une ligne dans la presse française. En dehors de reflets, bien sûr. Rien. Et encore une fois, Orange, qui coopère avec les renseignements intérieurs français, 6 mois entre les révélations du Guardian et Le Monde. On a un pépin. Un gros pépin. Moi j'en ai un aussi. Je suis en train de te bouffer ton horaire. Non, c'est pas ça, c'est que en fait on n'a plus de bénévoles, on n'a plus rien. Tout le monde est parti. Il n'y a plus que toi, Fabrice. En même temps, je savais qu'en t'invitant, tu allais passionner et captiver ton audience. Moi, ça fait longtemps que je te suis sur Twitter, surtout sur ce sujet-là. C'est vrai que voilà, je pense que tu as énormément de choses à te dire. Mais là, malheureusement, en fait, je vais être obligé de t'arrêter. Sur ce, sinon, on vous laisse là toute la nuit. Et vous ne pouvez plus sortir. Je vous souhaite la bonne nuit.